Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire sur la thématique « Quand l'analyse prévisionnelle commerciale et marketing devient simple ». Je suis Elena Morera et je travaille au sein du cabinet Intis. Ce séminaire est organisé par Intis et en collaboration avec IBM. Je suis accompagnée de Serge Retowski. Serge, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous et à toutes, Serge Retowski, je suis consultant chez IBM sur les technologies de machine learning, de deep learning et de data science en général. Donc, bienvenue à ce séminaire en ligne d'une durée de 30 minutes. Je vais dans un premier temps effectivement vous montrer l'analyse prévisionnelle dans des problématiques autour du client sur une dimension marketing. Et l'on verra dans un deuxième temps une petite illustration des technologies IBM qui permettent effectivement d'aider les entreprises et les organisations à utiliser la data science pour répondre à leurs enjeux marketing. Quelques informations dans un premier temps, les points clés de l'analyse prédictive. Alors, c'est quoi l'analyse prédictive? Ça consiste bien évidemment à analyser les données clients afin d'améliorer la connaissance du client en général. Et cela va passer par plusieurs stratégies, améliorer l'efficacité des interactions avec un client. Malgré les différents canaux de communication, on va pouvoir gérer effectivement les différents canaux de communication qui soient online ou pas, mais effectivement maintenant la digitalisation fait que nous avons de plus en plus de canaux d'interaction avec nos clients, que ce soit en interne ou en externe, si on pense particulièrement aux réseaux sociaux. On va pouvoir améliorer les objectifs métiers des équipes marketing en maximisant la valeur du client, en mettant en œuvre des actions d'upselling ou de cross-selling pour effectivement fidéliser ses clients. C'est aussi des phases d'acquisition de nouveaux clients et vendre davantage de produits, effectivement, pour le bon client, avec de préférence la marge commerciale la plus élevée. En d'autres termes, créer également des opportunités de revenus supplémentaires. Alors, ce que nous allons faire, c'est bien évidemment exploiter toutes les sources de données de l'entreprise. Dans toutes les entreprises et les organisations, nous avons des données assez classiques, que je qualifierais de données descriptives. Nos clients sont décrits par des attributs, par des caractéristiques, par des informations démographiques. On a bien évidemment un prénom, un nom. On a parfois dans nos fichiers date de naissance, un lieu géographique. À partir de là, on peut en tirer un certain nombre d'informations. Toutes les entreprises ont généralement des données de transactions, c'est-à-dire des données comportementales. Effectivement, les clients achètent sur nos sites marchands, achètent en magasin, dans nos points de vente. Ces données remontent dans les systèmes transactionnels et nous sommes capables de relier chacune des transactions à un client, soit par le biais effectivement d'une carte de fidélité, puisque une carte de fidélité, ça sert bien évidemment à proposer des réductions et des remises à nos clients, mais ça sert surtout à disposer d'une traçabilité sur toutes les commandes qui sont réalisées en magasin. Il y en a une par définition lorsqu'elle est online, mais en magasin, la carte de fidélité va être particulièrement importante. Donc, pour chacun de nos clients, on aura un historique des commandes, des produits achetés, donc des transactions, des données de paiement, des historiques d'usage, et ça permet déjà d'avoir une information très riche sur qui achète quoi, à telle fréquence et à telle récence. À telle fréquence, est-ce que j'achète une fois par mois ou uniquement une fois par an, ce qui n'est pas exactement la même chose. La récence, est-ce que mon dernier achat remonte de la semaine dernière de 6 mois ou 3 ans, c'est pas non plus la même chose. Et puis le montant, si mon panier moyen est de 15 €, c'est pas exactement la même chose qu'un client dont le panier moyen serait autour de 50 € ou 250 €. Donc déjà, les données comportementales vont être très riches d'informations. On est vraiment sur des données plutôt structurées, des données assez classiques. Maintenant, avec la digitalisation dans les entreprises et effectivement la multiplication des canaux d'interaction, on aura bien sûr des canaux assez classiques de call center, de centre d'appel, de prise de commande par exemple par téléphone, si on dispose de ce canal. On aura également des données issues de navigation sur des sites web ou des informations qui seront accessibles depuis des sources de données externes. Je pense par exemple à tout ce qu'on pourrait collecter sur les réseaux et les médias sociaux, les tweets, les pages Facebook, la partie publique de Facebook bien évidemment, et d'autres sources d'informations. Après, on pourra disposer éventuellement de données attitudinales. L'idée, c'est de savoir que pensent nos clients de nos produits. On a des choses sur les réseaux sociaux, on peut aussi avoir des choses lorsqu'on déploie des sondages, des enquêtes de satisfaction client.
Et là, lorsqu'on répond à un sondage, on aura généralement des questions fermées. On pourra répondre par des valeurs connues à l'avance, par définition, ou des réponses à des questions ouvertes, où quelqu'un pourra exprimer son expérience utilisateur lors de son passage en caisse, lors de la finalisation de sa commande sur un site web. Et là, du texte, c'est pas forcément aussi simple à analyser que des données déjà structurées. Mais l'analyse prédictive va s'appuyer de l'ensemble de ces informations autour de son client pour prédire un comportement, des besoins futurs ou des préférences. Une fois qu'on aura accès à ces données, on va pouvoir mettre en œuvre des modèles prédictifs. Alors, c'est quoi un modèle prédictif? C'est quelque chose qui, bien sûr, va s'appuyer sur les différentes sources de données que l'on a évoquées à l'instant, et à l'aide d'un algorithme ou d'un moteur prédictif, comme je l'ai mentionné, permettra d'avoir des informations à forte valeur ajoutée. Par exemple, pour notre client, M. Martin, si sa propension ou sa probabilité d'achat d'un produit A est de 70%, il serait particulièrement pertinent de s'assurer que M. Martin figure bien dans notre liste de ciblage pour notre campagne marketing qui nous permettra de vendre le produit A. Au contraire, s'il avait eu une propension d'achat de 10%, il aurait peut-être été pertinent dans ce cas-là de le supprimer de la liste puisque la probabilité d'achat elle est relativement faible. Autant pour le numérique, il n'y a pas tellement de coûts très élevés effectivement à cibler quelqu'un, autant sur les canaux plus traditionnels, l'envoi d'un courrier, tout de suite il y a des frais d'approvisionnement qui peuvent coûter extrêmement cher pour les entreprises. Maintenant, sur les canaux numériques, on est tous sollicités par des centaines d'emails au quotidien. Et gérer la pression commerciale aussi, c'est quelque chose d'assez capital à gérer. Donc, autant mieux cibler, même si les canaux permettent fausse liberté quelque part. Si la probabilité de départ de mon client est de 75% et qu'il a un chiffre d'affaires moyen par mois de 100 €, il peut être intéressant de fidéliser ce client-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une probabilité de départ assez élevée et qu'il y a un panier moyen assez fort. Si le panier moyen était de 2 €, on peut se poser la question sur le fait qu'il faille mettre en œuvre un programme de rétention sur cette personne-là. Après, c'est une politique d'entreprise qui sera prise en fonction des résultats obtenus. L'analyse prédictive, vous l'avez compris, ça permet d'améliorer l'efficacité à la fois du processus de vente et de la politique de fidélité que l'on pourra mettre en œuvre autour de ses clients. On parle de clients, il y a d'autres domaines où l'analyse prédictive va être particulièrement riche d'informations. On pourra l'utiliser bien sûr pour tout ce qui est autour de l'axe client, comme on l'a évoqué, pour mieux cibler nos clients potentiels, améliorer notre base cliente existante avec de l'upsell ou du cross-sell, la segmentation d'une base de clients aussi. Dans le domaine de la maintenance prédictive, on pourra s'assurer d'obtenir une meilleure efficacité opérationnelle. Et dans le domaine de la lutte contre la fraude ou de la gestion des risques, effectivement, la gestion des réclamations, les problématiques de fraude interne ou externe, de sécurité vont être également des applications consommatrices d'analyse prédictive. Donc, il y a d'autres domaines, il n'y a pas que la problématique marketing client qui peut être adressée, il y a d'autres problématiques, mais aujourd'hui, on va s'intéresser effectivement au client et à la valeur client ainsi qu'à son cycle de vie. Si vous regardez le graphique qui figure dans la partie inférieure, effectivement, la durée de vie d'un client passe par une phase d'acquisition, généralement par une opération de ciblage, par un développement client, une certaine maturité du client, où on va lui proposer des actions de cross-selling, d'upselling, un nouveau ciblage sur des nouveaux produits ou des nouveaux services, et puis d'une phase de rétention, parce que peut-être que passé un certain instant, le client va être plus susceptible d'être volatile et donc des phases de fidélisation seront mises en œuvre. Donc le marketing analytique, qui n'est que la déclinaison d'un marketing stratégique, si on a décidé pour les phases d'acquisition de réaliser tel type d'action, dans les phases de développement tel type d'action et de rétention tel type d'action, le marketing analytique va être la déclinaison du marketing stratégique et on voit que c'est toujours plus riche d'informations qu'un marketing plus classique sans appel au prédictif, qui va s'appuyer uniquement sur un savoir-faire dans l'entreprise qui est certes intéressant, sur lequel il faut capitaliser, mais l'avantage de l'analyse prédictive, c'est que ça permettra d'avoir un écart ou des gains de productivité significatifs sur chacune de ces phases, des gains variables certes, mais toujours importants,
Et donc, l'analyse prédictive permettra de faire cela. Un domaine d'application de l'analyse prédictive, c'est peut-être au niveau des campagnes marketing. On va chercher ici à cibler nos clients de la meilleure façon. Alors, pour les cibler, effectivement, si je souhaite cibler mes clients pour 3 phases de campagne possibles, derrière les termes ABC, vous pouvez imaginer des produits différents, peut-être des canaux de communication différents, des remises différentes, hein, peu importe, c'est un titre d'illustration. Et bien effectivement, ce qu'on cherche, c'est sélectionner la campagne optimale pour chacun de ses clients. L'analyse prédictive permettra, par le calcul de score, et bien savoir, par exemple, pour le client numéro 1, est-ce qu'il est plutôt éligible à un produit, à une campagne? Est-ce la campagne A, B ou C? Et le score est important, le gain moyen attendu est important aussi. Et ça se mesure en espèces sonnantes et trébuchantes en euros. Si je vois que j'ai un gain moyen de 42 € pour le client 1 sur la campagne A, 0 € pour la campagne B, parce qu'il n'est pas éligible à ce produit, d'après mon modèle prédictif, et 87 € pour la campagne C, je vais peut-être privilégier la campagne C, puisque j'aurai un retour moyen plus important. Et je vais itérer de cette manière pour mon client 2, pour mon client 3, etc. Et la base, l'ensemble de ma base client. Et de cette manière, je vais pouvoir, effectivement, exécuter mes campagnes marketing en m'appuyant sur des technologies que vous avez dans vos entreprises et dans vos organisations. Mais l'analyse prédictive va permettre effectivement de définir pour chacun de mes clients l'éligibilité à une campagne et s'il est éligible à plusieurs campagnes ou à plusieurs produits, choisir la meilleure campagne ou le meilleur produit. Pour cela, nous allons utiliser les technologies IBM SPSS Modeler, qui est une gamme logicielle qui permet de faire de l'analyse prédictive très facilement, sans aucune ligne de code. Et c'est à ce titre que certaines entreprises ont développé de l'analyse prédictive, de la data science à l'aide de cette technologie. On peut citer cette entreprise qui est un leader dans l'univers de la photo et de la personnalisation, une problématique marketing, bien sûr une connaissance des clients très fine, un acteur web principalement, donc des informations très précises sur les achats de leurs différents clients, et l'utilisation de la solution IBM SPSS Modeler leur a permis non seulement de pouvoir mettre en œuvre des campagnes marketing plus intelligentes, un peu comme je l'évoquais dans la phase précédente, et d'améliorer de manière significative ici l'acquisition de nouveaux prospects, comme on peut le voir, 14% d'accroissement des ventes et 16% d'accroissement du nombre de nouveaux prospects qui ont utilisé l'offre de bienvenue. Et derrière ces différentes campagnes marketing reposent des analyses qui ont été exploitées à l'aide d'SPSS Modeler. Une autre référence ici, basée en France, il s'agit en l'occurrence ici du groupe La Redoute qui dispose de différentes enseignes et qui a utilisé à la fois SPSS Modeler pour la création des modèles et d'autres technologies pour le stockage des données et les campagnes marketing, cette fois également pour disposer d'une plus grande réactivité dans la réalisation des analyses. Ils ont pu réduire par l'utilisation des SPSS Modeler un temps de traitement de données de manière importante, et ils l'ont clairement divisé par 10. Et de cette manière, ils ont pu mettre en œuvre plus rapidement la communication des analyses en interne et de pouvoir les partager avec les différents intervenants de l'entreprise, voire même des autres filiales du groupe à l'international. Un autre exemple, un retailer spécialisé en France qui, lui, a toujours également cette problématique de campagne de marketing direct et qui s'est appuyé sur, effectivement, une très grande connaissance client pour produire des scores d'appétence sur un certain nombre de produits. Ils ont pu faire plus en très peu de temps. De 4 grandes opérations marketing annuelles, ils sont passés à plus de 100 campagnes personnalisées. C'est parce qu'ils utilisaient des outils de campagne marketing dédiés, mais c'est aussi parce qu'ils ont pu intégrer des scores prédictifs issus de l'utilisation des SPSS Modeler. En bénéfice attendu, une hausse de la rentabilité des campagnes marketing et de la satisfaction des clients qui se sont sentis correctement ciblés, si j'ose dire, par les différentes actions marketing de ce retailer.
Ce que l'on constate dans les entreprises qui mettent en œuvre l'analyse prédictive, c'est, suivant les différentes technologies, il y a généralement une scission entre l'utilisateur, ce qu'on pourrait appeler ici par le data scientist, ou l'utilisateur de la solution data science, et le développeur d'application. Pourquoi? Parce que le data scientist, celui qui crée ces modèles prédictifs, va forcément consacrer une bonne partie de son temps à recenser les données, à les comprendre, à les mettre en forme avant de les modéliser, et il va très peu s'occuper de sa phase de déploiement de modèles. Ce qui est gênant parce que lorsqu'on va, par exemple, utiliser son modèle dans les phases de marketing direct, on va intégrer les résultats de ce modèle pour pousser les résultats prédictifs vers une plateforme de call center, vers un outil de campagne marketing, par exemple. Et là où le développeur d'application, lui, va intervenir plutôt sur la phase finale. Et donc, ces deux personnes, généralement, ce qu'on constate, c'est qu'elles ne se parlent pas très bien, elles ont du mal à utiliser des outils communs. Et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un environnement qui intègre, je dirais, à la fois les technologies de data science pour la recherche des modèles et les technologies de déploiement des modèles pour les intégrer dans les systèmes de production. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mon modèle de scoring client, m'assurer que ma décision, mon résultat puisse être intégré dans mon outil de campagne marketing ou sur mon outil de marketing direct qui équipe, par exemple, mes conseillers en ligne. Et c'est la raison pour laquelle IBM a développé une plateforme qui s'appelle Watson Studio, qui est une plateforme de machine learning et de deep learning qui existe à la fois pour les clouds publics et pour les clouds privés et qui permet de gérer toute la phase de la donnée et de son exploitation. Depuis l'accès aux données, bien sûr, qu'elles soient structurées, non structurées, qu'elles soient sur le cloud ou clairement chez vous, sur la forme de fichiers ou de bases de données relationnelles, jusqu'au déploiement des modèles. Et entre cette phase d'accès aux données et au déploiement des modèles, bien sûr, on va transformer la donnée, on va la préparer, on va la modéliser, on va construire des modèles prédictifs et on va les déployer. Et pour construire ces modèles prédictifs, soit on peut s'appuyer sur de l'open source, et la plateforme d'analyse de data science IBM le permet. Maintenant, si on ne sait pas coder dans un langage de programmation open source comme Python ou R, on risque d'avoir quelques problèmes. Effectivement, si vous visualisez cette capture d'écran, j'ai ici un exemple de programme qui est écrit en Python. Si je suis expert en programmation Python, il n'y a pas de problème, je comprends la signification de ces quelques lignes ici qui sont disponibles. Maintenant, si je ne connais pas Python, c'est plus difficile. Et si je n'ai pas d'appétence à programmer, ça va l'être encore plus. Maintenant, partie de ce constat, IBM non seulement offre des interfaces pour coder, mais offre aussi des interfaces qui permettent de s'affranchir de coder. Et l'affranchissement de programmation, ici, c'est ce que permet le composant SPSS Modeler, qui fait partie de notre plateforme de data science IBM, et qui permet ici d'avoir une interface visuelle graphique qui exploite des objets qui sont matérialisés sous la forme de petites icônes. Et chacun de ces objets ici, ou de ces petites icônes, vont nous permettre d'accéder aux données, par exemple, de les préparer, de les transformer et de faire des modèles. Et une fois qu'on a réalisé notre chaîne de traitement, ce flux de traitement ici, de modélisation, bien sûr, on va pouvoir le sauvegarder, on va pouvoir travailler à plusieurs sur ce flux et on va pouvoir déployer les modèles très facilement. Donc, si on aime bien coder Python, R, le meilleur de l'open source est dans l'environnement. Si je ne sais pas coder comment faire, eh bien la réponse est dans l'utilisation de cette interface graphique. C'est vraiment une interface graphique très simple d'utilisation. On visualise un flux ici. On accède à des fonctions qui figurent dans une palette d'outils à gauche. On a ce qu'on appelle des nœuds ou des icônes. On les définit, on les paramètre, on a des boîtes de dialogue. On n'a pas de code ici, c'est plutôt du paramétrage. Et on fait son flux. On a des assistants qui permettent de nous aider dans la création de son flux et des boîtes de dialogue interactives. Et j'ai pour cela ici les différentes icônes ou nœuds ou fonctions disponibles. Je ne vais pas les décrire, mais on retrouve les grandes familles suivant les couleurs. Il y a des icônes qui permettent de se connecter sur de la donnée, les petites icônes violettes à gauche de l'écran, les petites icônes en
En turquoise, qui permettent de préparer, de transformer, de manipuler les données. En vert, les algorithmes prédictifs. Et puis, à droite, vous avez ici des fonctionnalités complémentaires pour faire des graphiques ou restituer l'information. Ces icônes, elles permettent de faire des graphiques interactifs. Ça, c'est toujours très pratique pour regarder le stade d'un modèle ou pour explorer la donnée. Donc, sans rentrer en détail dans les différentes options de paramétrage, on a des graphiques ici qui sont éditables à la souris. Une fois de plus, hein, pas de langage de programmation. On a des boîtes de dialogue. Si on veut changer la couleur de l'histogramme, passer du violet au bleu clair, on pourra le faire. Rajouter des courbes, on pourra le faire assez facilement à la souris. On a ici une palette de restitution graphique ou de visuels à nos dispositions pour basculer d'un mode histogramme à nuage de points à notre représentation graphique. Les modèles, on va les visualiser directement depuis l'interface graphique. Voilà, on a quelques indicateurs de qualité de modèle qui s'affichent ici. On a un modèle basé sur les arbres de décision qui est une représentation graphique simple d'utilisation. On va pouvoir le visualiser. Et si vous disposez de l'ancienne version d'SPSS Modeler, la version 18, ou voire même des versions précédentes, il faut savoir que vous avez une compatibilité assurée avec les flux. C'est-à-dire que vous pouvez importer directement vos flux existants, si vous en avez, dans le nouvel environnement, et le flux sera directement utilisable. À la différence près, c'est que vous disposez d'une nouvelle interface graphique en mode web, qui vous permettra également de pouvoir réaliser vos analyses et de les déployer dans cet environnement. Une fois que vos modèles sont déployés, le point clé quand même, c'est aussi une fois que vos modèles sont créés, pardon, le point clé c'est de les déployer. Et j'ai ici mes différentes stratégies de déploiement. Je peux faire du batch, c'est-à-dire je peux demander à ce que mon modèle soit exécuté toutes les semaines ou tous les mois ou une fois par jour. Je peux les déployer par du temps réel via des web services ou le déployer suivant des données de streaming. Si je les ai déployés via des API REST pour faire du web service, je peux générer automatiquement le code Python nécessaire. Donc ça va intéresser peut-être pas vous en tant que créateur de nos modèles, mais plutôt votre direction informatique qui va s'occuper d'intégrer ces modèles dans son environnement. Voilà. Je peux par exemple facilement développer des chatbots ou des agents conversationnels qui consommeraient des modèles prédictifs. IBM propose des technologies qui permettent non seulement de créer les chatbots, mais aussi de consommer depuis ces chatbots des résultats de modèles prédictifs. On peut imaginer un échange avec un conseiller virtuel et d'avoir, en fonction des informations, des résultats d'un modèle prédictif, comme on peut le voir en bas à gauche. Une fois que les modèles sont faits, on va pouvoir les déployer et surtout suivre la qualité du modèle au cours du temps. J'ai ici différentes métriques qui s'affichent et je peux voir que mon modèle, qui a été estimé ici au mois d'octobre 2017, ça a commencé à se dégrader et s'améliorer par la suite. Vous avez ici la possibilité de tester la plateforme directement. Il suffit de cliquer sur le lien, de créer un profil. Vous n'installez rien sur votre machine, tout est sur le cloud, donc c'est un des avantages du cloud. Et votre environnement sera à votre disposition en mode évaluation. Vous pouvez tester l'interface, accéder à la documentation en ligne à tout instant. Vous aurez une copie de la présentation, donc vous retrouverez les liens ultérieurement. Et pour monter en compétences, vous pouvez également suivre des cours gratuits qui sont en ligne, qui sont disponibles sur cette ressource. Cette ressource qui s'appelle Cognitive Class, c'est une ressource IBM qui contient des cours interactifs, gratuits, en ligne, à la fois sur les technologies open source comme sur les technologies IBM. Une petite illustration de l'interface de Data Science. Je suis ici dans mon environnement graphique. Je gère ici un certain nombre de projets. Voilà, donc je peux avoir un certain nombre de projets. Notez tout de suite la dimension collaboration. Je peux être seul à travailler sur des projets. On peut être à plusieurs à travailler sur des projets. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est un endroit où vous allez stocker à la fois des données, des modèles, des tableaux de bord, des modèles prédictifs, un certain nombre d'analyses. Voilà. Je ne vais pas décrire tout ce qui s'affiche ici dans un projet, mais on va peut-être regarder comment faire un modèle assez simple. Vous voyez ici, j'ai ici ce qu'on appelle des flux. J'en ai créé plusieurs.
J'en ai un, par exemple, qui me permet de faire du data management, ou en français de la préparation de données. Ici, j'ai fait un modèle tout simple. Dans ce modèle qui est ici, sur mon flux qui est tout simple, j'ai deux sources de données. Donc, j'ai une base client, j'ai une base de churn, c'est pour fidéliser ici, mettre en œuvre une politique de rétention de mes clients. J'ai fusionné mes données, je les ai triées, je les ai exportées. Vous voyez ici que l'utilisation est relativement simple et la palette d'outils qui figure ici m'a permis de faire ça très facilement en sélectionnant dans un premier temps, par exemple, des données. Vous voyez que je sélectionne l'objet. Et ensuite, si je souhaite faire un échantillon, par exemple, je peux positionner un autre objet et à l'aide de la souris, eh bien, relier un objet avec un autre objet. Et petit à petit, à faire mon flux. Je vais quitter ce projet, ce flux qui était extrêmement simple pour revenir sur un flux un peu plus important. Voilà. Et ici, j'ai un flux qui a été créé auparavant, que je sélectionne, que je vais pouvoir bien sûr soit visualiser, soit modifier. Je vais pouvoir éventuellement inviter des collaborateurs à partager mon flux. Et pour cela, je peux par exemple effectivement eh bien, rajouter un certain nombre d'informations. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai plusieurs données, j'ai plusieurs modèles et je vais chercher à modéliser le départ de mes clients. J'ai des clients qui sont susceptibles de quitter mon entreprise, ils n'achètent plus chez moi ou ils commencent à devenir des clients inactifs, ils n'ont plus acheté au cours des 6 derniers mois, c'est un signal fort, effectivement, peut-être de fuite de mes clients. Eh bien, je vais analyser ma base client, je croise avec mes données de churn. Ici, j'ai une icône qui s'appelle Merge. En français, ça veut dire fusion des données. Je fusionne mes données. Voilà, je choisis mes indicateurs ici et j'ai un résultat ici sur lequel je vais continuer mes analyses. Et ici, je vais tout simplement dire que je vais chercher à modéliser ma variable de churn. Donc, j'ai un graphique, je vais passer rapidement ici sur le reste. Et je peux, par exemple, eh bien, regarder le résultat de ce modèle, qui est un modèle qui s'appuie sur des arbres de décision. L'avantage des arbres de décision, c'est que c'est un modèle relativement simple à comprendre. Vous voyez, dans ce modèle, j'ai effectivement un certain nombre de variables qui sont plus ou moins pertinentes. J'ai ici le nombre d'enfants, qui est la variable la plus pertinente ici pour modéliser mon départ client. J'ai l'usage, j'ai le revenu estimé, et puis j'ai deux variables qui sont nettement moins significatives. Je peux déterminer les règles où j'ai un pourcentage d'attrition très fort. Et bien ici, par exemple, si j'ai ces différentes conditions, à savoir si je suis célibataire, j'ai moins de 42 000 € annuels de revenus, un usage supérieur à 56 et telle caractéristique, alors j'ai effectivement ici une probabilité de départ assez importante. Et j'ai la représentation visuelle de mon arbre où je peux voir par exemple que dans ce segment-là, ici, eh bien, j'ai un pourcentage de départ relativement faible. Voilà, ici j'ai 67 ici, % et ici, là au contraire, eh bien, les données sont un tout petit peu différentes, où ici, le résultat est un peu différent. Donc voilà ici un modèle qui s'affiche ici, avec tous les outils nécessaires pour regarder la qualité des modèles, éventuellement les comparer, et une fois que le modèle est efficace, ou une fois qu'on souhaite le déployer, pouvoir le déployer directement dans mon environnement. En un seul clic, je suis capable de sauvegarder mon modèle et de le déployer assez facilement. Voilà, nous sommes arrivés à terme de la présentation de la technologie SPSS Modeler. Juste quelques points de repère. Donc, une solution qui permet de répondre aux besoins de data science de manière générale, extrêmement utilisée dans le monde du marketing autour de la connaissance client, puisque historiquement, il y a quelques années, c'était vraiment les entreprises, le domaine où les entreprises et les organisations avaient le plus de données autour du client. Donc, c'était assez logique d'aller sur ces domaines-là. Maintenant, on peut utiliser ces technologies sur d'autres applications. Je pense à la maintenance prédictive, par exemple, ou à la lutte contre la fraude, pour n'en citer que quelques-uns. Sachez que vous avez, je dirais, toutes les fonctionnalités à votre disposition
avec les principaux algorithmes les plus courants, les plus standards du marché. Il n'y a pas tous les algorithmes du marché, bien évidemment. On peut toujours les consommer via du Python ou du R. Mais ici, vous aurez principalement les algorithmes, je dirais, les plus standards, y compris même les plus avancés, tels que les forêts aléatoires, qui sont particulièrement populaires dans le domaine de la data science. Vous avez ces algorithmes qui sont à votre disposition dans la plateforme. Le flux d'analyse ici se fait facilement. Bien sûr, il faut se former à l'outil, c'est évident, mais ça reste qu'un outil. Ce qui en fait vraiment la valeur, c'est votre connaissance des données et votre savoir-faire. Mais en tout cas, vous irez plus facilement dans l'analyse des données et dans la recherche des modèles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de coder. Vous allez directement utiliser les différentes icônes. Ici, vous n'allez pas perdre votre temps à vérifier la qualité de votre syntaxe Python. Vous allez directement aller dans l'outil et vous allez pouvoir faire plus rapidement vos analyses ou pour le même laps de temps faire plus d'analyses, plus de campagnes marketing. C'était le cas effectivement d'un de nos clients que j'avais évoqué tout à l'heure. Maintenant, si vous avez des profils data science dans vos équipes qui souhaitent faire du Python ou du R, il y a tout ce qu'il faut dans la plateforme pour faire des notebooks. Et vous avez aussi la capacité à faire je dirais, de l'intelligence artificielle, utiliser ce qu'on appelle les services Watson, qui sont des services qui permettent de traiter non pas de la donnée structurée, mais de la donnée non structurée comme du texte, de l'audio ou de l'image. Analyser des images clients, par exemple, sur des comptes Instagram, ça peut être pertinent, ça permet de voir un peu les nouvelles tendances, ce qui s'en sort. Et donc, pour cela, les technologies d'intelligence artificielle savent détecter ce qu'il y a dans les images. Il y a des modèles par défaut. Et c'est le même principe, on peut soi-même créer ses propres modèles pour effectivement savoir reconnaître si la personne a un sac de telle ou telle couleur, mais c'est peut-être plus pertinent de savoir si c'est un sac de telle marque plutôt d'une autre marque. Et donc là, on peut faire, suivant le même principe, ses propres modèles d'intelligence artificielle, la plateforme le permet. Et ça, c'est un autre domaine et peut-être un autre sujet de présentation. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée.